Bien, bonjour à toutes et à tous. Je suis très heureux de voir autant de monde dans cette salle à Azincourt. Ça nous fait plaisir parce qu'il y a quelquefois des événements ô combien importants, aussi bien préparés par nos collaborateurs qui malheureusement ne rencontrent pas toujours le succès. Ça n'est pas le cas aujourd'hui et je ne suis absolument pas étonné devant la renommée de Madame Curie qui nous fait l'honneur de revenir, puisque la dernière fois qu'elle était venue, c'était fin août 2019. Il faisait très chaud lors de l'inauguration de ce magnifique centre d'interprétation. Alors je tiens à saluer la présence donc de Madame Curie, de Monsieur le maire d'Azincourt qui nous accueille, cher Nicolas, d'Étienne Perrin, notre vice-président en charge du patrimoine, de la transition écologique et de bien des domaines, et il est très précieux en tout cas à mes côtés, des maires présents dans la salle, sûrement des élus, Monsieur le directeur du centre d'Azincourt, cher Ludovic Hildebrandt, mesdames et messieurs. Alors Madame Curie, il y a plusieurs titres, vous êtes ici chez vous, je l'ai rappelé. Nous mesurons tout le rôle que vous avez joué dans la formidable scénographie du centre d'interprétation. Vos connaissances et votre expertise ont été déterminantes dans le long parcours de modernisation de l'ancien musée d'Azincourt. Il est essentiel de le rappeler, car nous savons tous ici que ce n'est pas un hasard si la salle principale du centre d'interprétation porte votre nom. Oui, merci beaucoup. Pour votre engagement au service du territoire et de l'histoire de manière générale, une nouvelle fois, nous tenons à vous dire merci. C'est aussi un réel honneur d'accueillir une professeure émérite qui connaît sur le bout des doigts la guerre de 100 ans, et en particulier cette rencontre du 25 octobre 1415 entre nos peuples respectifs. Pour moi, votre présence aujourd'hui a tout d'un symbole, car parmi les pistes de développement de notre centre d'interprétation, nous travaillons sur la possibilité d'en faire un lieu d'émulation pour le monde universitaire. Nous gagnerons forcément en notoriété si nous parvenons à attirer de grands spécialistes du Moyen-Âge qui apporteront un autre regard sur cette période au grand public. Madame Curie, vous le savez sans doute mieux que personne, au nom de la vérité historique, il faut se montrer parfois humble et accepter de remettre en question certaines certitudes. Nous sommes tous d'accord qu'il sera difficile de dire que les Anglais ont perdu face aux chevaliers français ce 25 octobre 1415. Mais il est intéressant de se dire que nous nous sommes peut-être trompés sur l'emplacement exact du champ de bataille. C'est certainement Azincourt, monsieur le maire, rassurez-vous. C'est le côté passionnant de l'histoire, le fait qu'une vérité peut en chasser une autre. Ce n'est pas tout à fait anodin si je donne cet exemple, car dans un mois, des chercheurs londoniens passeront plusieurs jours à Azincourt pour prospecter le champ de bataille à l'aide de drones qui étudieront les sols. Grâce à ces nouvelles technologies, nous pourrons obtenir de nouvelles informations sur le site exact des combats. Nous appuierons constamment ce type d'initiatives qui font parler d'Azincourt et de son centre d'interprétation. Et je suis convaincu que le peuple britannique soutiendra et nous soutiendra dans cette entreprise. Nous ne manquerons pas de vous informer des résultats de cette étude unique en son genre, et peut-être que la prochaine étape consistera à lancer une nouvelle campagne de fouilles sur le champ de bataille. Au nom de toute l'équipe d'Azincourt, au nom du territoire des 7 vallées, je veux vous remercier et à travers vous remercier la Battlefields Trust pour son prix. Nous ne manquerons pas de trouver le meilleur emplacement pour cette magnifique peinture. Merci encore, Madame Curie, merci à tous et vive l'amitié franco-britannique. Merci beaucoup, monsieur. Merci. Ça sera plus facile pour repartir dans le chauffeur. Voilà. Que les fleurs. Ah, oui, ça. Bonjour à tous, ça fait plaisir de vous voir aussi nombreux pour le lancement de notre saison culturelle 2024. Donc on commence avec un bel événement, puisqu'aujourd'hui on a la chance d'accueillir Madame Curie, comme Monsieur le Président vient de l'annoncer, qui avait participé activement dans la rénovation du centre Azincourt, qui est réouvert en 2019. On a d'ailleurs donc la grande salle principale qui porte le nom de Madame Anne Curie. Et Madame Anne Curie, donc, qui est professeure émérite à l'université de Southampton, donc dans le sud de l'Angleterre,
a toujours été très investi dans l'histoire et dans les recherches à propos de la guerre de 100 ans, et plus précisément sur la bataille d'Azincourt. On lui doit énormément d'articles scientifiques sur les morts d'Azincourt, sur l'emplacement du champ de bataille, etc. Et un superbe ouvrage qui s'appelle 1415 Agincourt, A New History, qui a été paru en 2005. Donc, Madame Curie est aussi à l'initiative d'une colossale base de données qui est sur le site de l'Université de Southampton et que nous, on a aussi publié sur notre site internet. Et vous pouvez librement regarder tous les noms des soldats qu'on connaît. On connaît énormément de noms pour la bataille d'Azincourt. On connaît plus de 600 soldats anglais, 600 à peu près aussi soldats français, plus de 500 victimes, aussi le nombre de prisonniers. Voilà, c'est très détaillé, vous pouvez regarder ça tranquillement depuis chez vous. Donc Madame Curie, elle est également aussi présidente de la Battlefield Trust, qui nous a remis le prix donc, avec le tableau ici présent. Elle était aussi administratrice du Royal Armouries, présidente de l'Historical Association, vice-présidente de la Royal Historical Society, aussi Master of Lectures Company, et depuis 2002, Arundel Herald, donc par lettre patente de la reine Elisabeth II, et Madame Curie a eu l'honneur de participer au couronnement du nouveau roi Charles III d'Angleterre. Voilà. Donc je pense que j'en ai assez dit, on va laisser la parole à Madame Curie, et je propose qu'on puisse l'applaudir avant de commencer la conférence. Merci beaucoup. Je suis ravie de prendre la parole aujourd'hui dans ce merveilleux musée. Je vous remercie de votre invitation. Je travaille sur la bataille d'Azincourt depuis plus de 30 ans et j'ai été heureux de pouvoir partager mes recherches lors de la création des nouvelles expositions du musée en 2019. J'ai été particulièrement émue de voir les noms des morts français. Pardon. Les noms des morts français de ma base de données commémorés de manière si poignante. Mais mon sujet aujourd'hui est l'armée anglaise. C'est le sujet de mes recherches depuis de nombreuses années dans le contexte plus large de l'étude des armées anglaises de la fin du Moyen-Âge. Je passe beaucoup de temps à étudier des documents de l'époque, les archives qui se trouvent dans les archives de National Archives à Kew, juste à l'ouest de Londres. Et j'ai hâte de vous montrer certains de ces documents dans mon exposé aujourd'hui grâce à l'autorisation des National Archives. Mais je suis également très attachée à l'utilisation des technologies modernes. J'ai particulièrement tenu à créer des bases de données de soldats qui peuvent être mises en ligne. Je m'intéresse aux armées des rois d'Angleterre et la grande majorité des hommes de ma base de données, je regrette, ce sont exclusivement des hommes, sont anglais et gallois. Mais il y a des soldats d'autres parties de l'Europe qui ont servi dans les armées royales anglaises. Et il y a pas mal de Français, surtout dans la phase du XVe siècle de la guerre. Après le traité de Troyes, les loyautés étaient compliquées. Et l'alliance entre les Bourguignons et les Anglais les a rendues encore plus compliquées. Si vous vous intéressez à l'histoire des familles françaises, vous trouverez peut-être des noms qui vous intéressent dans cette base de données. Sur le même site web, vous trouvez également une section qui s'appelle Agincourt 600, qui contient quelques noms de soldats français, surtout sur l'armée française. Je suis ravi d'écouter aujourd'hui que Ludovic a des autres quittances qui donnent plus d'informations sur l'armée française. Alors, il y a sur l'armée, sur les morts de la bataille et aussi sur les prisonniers de la bataille. Ça, c'est aussi la recherche de mon collègue à Southampton, Rémi Ambul.
Comme cela a été dit lors du 500e anniversaire de la bataille d'Azincourt, à une époque où les Britanniques et les Français étaient en guerre en tant qu'alliés, le 25 octobre 1415 est un jour de mémoire honorable pour les Britanniques et les Français, même si 500 plus tôt, ils étaient des ennemis acharnés et avaient livré une bataille très sanglante à Azincourt. Lors du 600e anniversaire, en 2015, j'ai eu le plaisir d'être le président de Azincourt 600, auquel le gouvernement britannique a donné 1 million de livres sterling pour les commémorations et pour soutenir de nouveaux monuments placés sur le champ de bataille à la mémoire des morts des deux camps. Un geste tout à fait approprié. Mais revenons à 1415. Azincourt est une bataille très bien documentée. Nous en savons beaucoup plus que sur les autres batailles anglaises de la guerre de Cent Ans, Crécy et Poitiers. Nous disposons non seulement de nombreux récits de la bataille dans les chroniques de l'époque, mais aussi de récits anglais et français. Ces récits sont extrêmement agréables à lire et passionnants. Mais cela ne veut pas dire que l'on peut se fier ou qu'ils sont vrais. Ces écrivains étaient aussi bien des hommes politiques que des écrivains. Un problème particulier réside dans le fait qu'ils ont écrit à partir de perspectives différentes, notamment d'une perspective anglaise ou française. Les récits anglais veulent toujours nous dire que l'armée française était beaucoup plus nombreuse que l'armée anglaise. Elle l'était, mais nous ne pouvons pas croire les chiffres donnés, qui peuvent être aussi élevés que la taille des armées françaises sous Louis XIV. C'est impossible qu'il y a plus d'un centaine de mille d'hommes d'armes à cette bataille. Curieusement, certaines chroniques françaises indiquent que l'armée anglaise était plus nombreuse que l'armée française, comme la chronique de Richmond, et rappelons que le comte de Richmond a été capturé à la bataille, et le héros Berry. Existe-t-il une solution à ce problème de taille des armées? Je pense qu'il y en a une pour les Anglais, car nous disposons d'une très grande quantité de documents administratifs produits par le gouvernement anglais, essentiellement les feuilles de paix de l'armée anglaise, qui nous donnent une image beaucoup plus précise. Ils nous permettent non seulement de savoir qui est parti en campagne, mais aussi ce qu'il est advenu d'eux. Par exemple, lors du siège d'Harfleur, où nous savons que les Anglais ont souffert de dysenterie et que certains ont dû être renvoyés chez eux parce qu'ils étaient trop malades pour continuer la marche. Nous savons également qu'Henri a dû installer à Harfleur une importante garnison de 1200 hommes, c'est-à-dire 300 hommes d'armes et 900 archers, car les bombardements avaient rendu les défenses de la ville si peu sûres. Nous pouvons savoir qui étaient ces hommes. Puis, la bataille. Grâce aux archives financières après la campagne, nous disposons d'un très grand nombre d'informations. Chaque capitaine était tenu d'envoyer à l'échiquier royal une documentation comprenant une liste de ses hommes et une note sur leur sort. Le roi était également soucieux de connaître les prisonniers, car à cette époque, le revenu des rançons était partagé entre le soldat qui avait fait le prisonnier, son capitaine et le roi. Heureusement, cette guerre a été menée par des comptables autant que par des soldats. C'est la raison
pour laquelle nous disposions d'un tant de documents. Alors, si jamais vous avez envie de ne pas remplir votre déclaration d'impôt, n'oubliez pas qu'elle sera utile aux historiens dans le futur. Mais je retourne à la bataille. Henri V était obsédé par l'idée d'envahir la France. L'armée qu'il a levée comptait au moins de 12 000 hommes. L'une des plus grandes armées jamais envoyées en France. Je pense que celle d'Édouard III en 1346 était plus importante, avec 14 000 hommes. L'objectif d'Henri est de conquérir la Normandie. Il engage son armée pour 12 mois. Henri souhaite exploiter les divisions en France suite à la folie de Charles VI, qui a conduit à une guerre civile entre les factions Bourguignon et Armagnac. Pour s'en convaincre, il suffit de lire l'annonce faite par le chancelier d'Angleterre au Parlement anglais en novembre 1414, date à laquelle le plan d'invasion officiel est annoncé. Et là est le texte. Le roi, notre très souverain Seigneur, considérant les bienfaits de la paix, c'est pour gagner la paix, il faut bâtir une guerre, yeah, et de la tranquillité qui règne actuellement par le grand don de Dieu dans tout son royaume, comme chacun le sait, et aussi la vérité de sa querelle dans cette affaire, qui sont les choses les plus nécessaires à tout prince faisant la guerre et à ses ennemis à l'étranger, comprend qu'un temps convenable est venu pour lui d'accomplir son dit dessein avec l'aide de Dieu. Pendant que nous avons le temps, travaillons pour le bien. Alors, le moment est propice pour la conquête. Du moins, c'est ce que pense Henri. Il prétend être roi de France, comme l'avaient fait ses ancêtres. Cette revendication, formulée pour la première fois par Édouard III en 1340, explique les armoires royales anglaises où la fleur de lys française et les léopards anglais sont séparés par un quart. Il existait un système bien établi pour la levée d'une armée. Depuis la fin du XIIIe siècle, les rois anglais paient tous leurs soldats. L'armée féodale n'existe plus. Mais les rois ne pouvaient pas se mettre d'avoir une armée permanente, autre qu'une petite garde du corps et quelques garnisons permanentes. Plus célèbre, c'est Calais, mais Harfleur est devenu garnison permanente aussi. Il levait donc des troupes par contrat. Et nous avons beaucoup de contrats. Henri utilise le système en place depuis la réouverture de la guerre de Cent Ans en 1369, que nous appelons le système d'endenture. Il conclut des contrats avec la noblesse et les gentilshommes pour qu'elles lui fournissent des troupes sous certaines conditions. Ces contrats sont appelés endentures parce qu'ils étaient résiliés en 2 fois et coupés en milieu d'une manière qui ressemblait les dents. Comme ça. Les dents, après la campagne, ils pouvaient être réunis à l'échiquier. Les dents devaient correspondre. C'est une façon d'éviter des fraudes. Et j'ai 2 exemples ici. Le premier, c'est pour le chevalier Thomas Erpingham qui a jeté un bâton pour commencer la bataille, peut-être pour commencer que les archers laissent les flèches. Et il a, dans ce document-là, il a commis d'envoyer au roi 20 hommes d'armes et 60 archers. Et voilà une autre ici. Ça, c'est pour le seigneur Thomas Lord Camoys, qui est commandant de arrière-garde pendant la bataille.
Comme le montre la longueur de ces indentures, peut-être les Britanniques ont-ils toujours aimé les Terms and Conditions. Il y avait beaucoup de clauses. Nombre d'entre elles concernaient la modalité de rémunération, mais nous voyons également les clauses relatives à la capture des prisonniers. La division de base était entre les hommes d'armes, qui portent l'armoire blanche et disposaient d'un éventail d'armes, et les archers, qui portaient peu d'armure, disposaient d'arcs longs et de flèches, mais aussi des épées et des poignards. Nous avons pu découvrir qu'environ 550 hommes ont signé ce type d'indenture pour participer à la campagne. Il y a donc une grande disparité en termes de statut social. Ainsi, les frères de roi, les ducs de Clarence et de Gloucester, ont conclu des indentures pour les plus grandes compagnies, avec respectivement 960 et 800 hommes, tandis qu'à l'autre bout de l'échelle, des hommes ont conclu des indentures pour servir en personne en tant qu'archers. Les taux de rémunération reflétaient le rang social. Ainsi, un archer recevait 6 deniers par jour, un duc attendait 13 sous 4 deniers par jour, ce qui était suffisant pour subvenir aux besoins de ses serviteurs et leurs chevaux. J'ai parlé de la solde et le problème pour le roi était qu'il devait verser la solde avant la campagne. Comme il s'agissait d'une campagne de 12 mois, on attendait de lui qu'il paie 6 mois à l'avance. Une partie de cette somme devait être versée au moment de la signature de l'indenture, car cela aidait les capitaines à recruter les troupes. Mais Henri le roi n'avait pas assez d'argent en main. Les rois ne disposent qu'un revenu limité provenant des terres royales. Ils doivent donc lever les impôts. C'est là qu'intervient le Parlement anglais et c'est pourquoi l'annonce de la campagne a été faite au Parlement de novembre 1414. La fiscalité directe et indirecte, par exemple les droits de douane aussi, était accordée par les communes en Parlement qui représentaient les comtés d'Angleterre et les villes, c'est-à-dire le tiers-État. C'est là que l'Angleterre avait un avantage sur la France. Le Parlement votait l'argent, mais il était aussi un élément essentiel de recrutement, puisque la noblesse y assistait, ainsi que le gentry des gentilshommes aux communes, qui acceptaient alors de participer à la campagne et d'amener des troupes. Lors du Parlement, un double prélèvement d'impôts a été voté, à percevoir en février 1415 et février 1416. Alors, lorsque Henri a commencé à signer les indentures, le roi savait qu'il disposait un peu d'argent, mais pas assez pour payer 6 mois de salaire pour 12 000 hommes. Que devait-il donc faire? Il a fait ce que les gouvernements font aujourd'hui et a cherché d'obtenir des prêts, des emprunts, sur la base de revenus fiscaux connus. Et alors, c'est un autre avantage que les rois anglais avaient sur leur homologue français. C'est plus difficile en France de faire des prêts. En Angleterre, c'est beaucoup plus facile. Et nous savons beaucoup sur les prêts que le roi a gagnés. Le plus célèbre, c'est un grand prêt par la Cité de Londres. Mais même avec des prêts, le roi n'a pas assez de liquidités pour payer à l'avance les soldes militaires. Il a pilé l'armoire à bijoux royal. Il a distribué les bijoux aux capitaines en guise de garantie pour le 2e trimestre de la campagne. Ceux-ci les ont ensuite confiés à des orfèvres londoniennes et ont obtenu l'argent nécessaire
pour payer leurs troupes. Les modalités de la distribution royale de ces bijoux étaient très complexes. De nombreux documents ont été conservés au National Archives à ce sujet. La promesse était que le roi donnerait au capitaine l'argent réel dans un délai de 13 mois après la campagne et que le capitaine rendrait ensuite les bijoux. Mais un examen approfondi de ces documents montre que de nombreux bijoux n'ont pas été remboursés. En 1437, tous ceux qui les possèdent encore ou les héritiers ou exécuteurs testamentaires ont simplement été autorisés à conserver les bijoux. Outre les indentures, nous disposons d'autres documents qui sont très importants. Par exemple, les commandants de payer des soldats, ainsi ce qu'on appelle issue rolls. Ça, c'est une liste complète de tout l'argent que le roi a dispersé. Une autre chose très intéressante, ce sont des lettres de protection. C'est les hommes qui ont souscrit auprès de la chancellerie royale contre toute affaire juridique pendant leur absence en campagne. Et ces documents sont très valables parce qu'ils indiquent leur lieu d'origine et révèlent alors qu'il s'agissait d'une armée levée sur l'ensemble du territoire anglais en 1415. Nous pouvons voir comment les hommes se préparaient à la guerre. Le compte rendu de receveur général du comte maréchal montre qu'il a acheté beaucoup d'armures élégantes ainsi qu'un nouveau siège de toilette. Il a également emporté beaucoup de médicaments contre le flux sanglant, mais ceux-ci n'ont pas dû être très utiles car monsieur, le comte maréchal, a été un de ceux qui ont souffert de la dysenterie à Harfleur et qui ont dû rentrer chez eux. En rassemblant tous les éléments, nous avons une idée assez précise de la composition des différentes compagnies de l'armée. Comme j'ai dit, les ducs ont des grandes compagnies, presque 1 millier d'hommes. Le cousin du roi, le duc de York, qui a été tué à la bataille, a 400 hommes avec lui. Les autres comptent entre 120 et 200. Les chevaliers, en général, ont des compagnies de 40 à 120 hommes. Les équiers forment des petites compagnies, même si l'on trouve des guerriers très expérimentés qui amenaient des compagnies plus importantes. En outre, Henri a levé des compagnies d'archers spécialisées uniquement dans les régions qui faisaient partie des terres royales, Lancashire, Cheshire et les principautés des Galles. Mais Henri n'a pas levé des troupes au sud du Pays de Galles, car la révolte du nord du Pays de Galles n'a pas entièrement maté. Voilà ce qu'on appelle la montre, le muster, un rassemblement des archers gallois. Et ce sont des noms très difficiles à placer dans une base de données parce que le système, c'est patronymique au Pays de Galles. Alors c'est quelqu'un qui est Dafydd ap Gruffydd ap. Quel est le sous-nom de ces personnes? C'est très difficile à dire. Mais ces documents, les montres, sont une source particulièrement fascinante. La Souvie nous donne par exemple les noms des archers et des autres compagnies qui se sont rassemblées près de Southampton. Voilà la montre pour le troupe de Thomas Erpingham. Il a 20 hommes d'armes et 60 archers. Et cet homme est si célèbre qu'il a des autres. Dans le milieu, au fond de l'écran, là, il y a 4 hommes d'armes, outre son nombre. Ils sont plus. Il a recruté 24.
Et ce sont des personnes qui attendent que les autres sont morts pendant la campagne, en effet, pour gagner des emplois. Erpingham a 57 ans au temps de la campagne, il est assez âgé, et nous possédons, ça c'est le sculpture funéraire aux cathédrales de Norwich, qui reste maintenant sous la porte principale du cloître de cette cathédrale. Et c'est bon parce qu'il a le grand barbe qui à Shakespeare plus tard donné un caractère à lui avec son barbe gris. Il est très important pendant la bataille. Voilà aussi les archers dans sa compagnie, et voilà aussi que c'est en forme d'endenture, c'est un type de reçu pour les hommes. Et le reste est le total. Et aussi, il a 12 archers, outre son nombre. Voilà aussi le montre du duc de Clarence. Ça, c'est la compagnie la plus grande. Et on peut voir là que ce n'est pas si simple parce que dans ce document, on peut voir que ce sont toutes les petites compagnies qui sont assemblées dans la grande compagnie du duc de Clarence. Et un de mes étudiants a fait une étude détaillée sur ces compagnies. On peut voir qu'il y a beaucoup de compagnies là qui n'ont qu'entre 1 et 5 hommes. Ça, c'est la plupart des compagnies sont très, très petites. Nous sommes maintenant en campagne. Le débarquement a été soigneusement exécuté au chef de corps. Certains hommes d'armes furent certainement adoubés pour leur courage lors du débarquement, y compris certains membres de la compagnie de Thomas Erpingham. Nous pouvons également déceler une partie de la chaîne de commandement, Henri utilisant le jeune Jean, comte de Huntingdon, qui n'a que 21 ans, aux côtés de commandants plus expérimentés lors des premières reconnaissances. Il s'agissait, comme j'ai dit, d'une armée importante pour les Anglais et peut-être trop importante pour une situation de siège telle que Harfleur. Les sources nous permettent de savoir où certaines compagnies ont été placées autour de la ville. Le duc de Clarence, par exemple, fut envoyé au côté nord-ouest de la ville. Et c'est de ce côté que les mineurs ont commencé le travail de sape. Mais la dysenterie frappe bien les assiégeants aussi que les assiégés. Lorsque la ville se rendit le 22 septembre, certains hommes étaient déjà morts et d'autres étaient très malades. Le roi est heureux d'entrer à Harfleur, mais il doit prendre des décisions difficiles. Henri a décidé d'abandonner la campagne et ordonne une marche vers le nord jusqu'à Calais. Ceux qui étaient encore malades ou affaiblis par la maladie devaient rentrer chez eux. Mais Henri était tellement préoccupé par la désertion qu'il fit rassembler les malades au bord de navires chargés de les ramener en Angleterre et a dû donner l'autorisation explicite aux troupes de rentrer chez elles. Et nous avons beaucoup de documents sur ça. À droite, ça c'est un congé de partir. Et ça, c'est le même système. On a besoin d'un document d'autoriser le retour à l'Angleterre. Et nous avons aussi beaucoup de listes de malades. C'est à cause de ça qu'on peut calculer qu'il y a peut-être 1800 hommes qui sont retournés chez eux à ce moment. On peut voir, par exemple, entre eux étaient 3 minstrels, 3 musiciens qui étaient avec
la campagne. Il y a des chapelains, des faiseurs de beaucoup de choses, des pavillonniers, beaucoup de personnes dans cette campagne. Nous disposons également d'autres documents financiers établis après la campagne. Chaque capitaine, comme j'ai dit, devait déposer un compte financier auprès des chéquiers afin de faire le tri entre les sous-paiements et les sur-paiements, ainsi que de distribuer les gains de guerre. Ces comptes postérieurs à la campagne indiquent que le nombre de personnes envoyées chez elles ainsi que le nombre de morts à Harfleur. Voici celui de Sir Thomas Erpingham, ainsi que, et je trouve cela très fascinant, le sac en cuir dans lequel tous les documents de Thomas Erpingham étaient placés. Et là, on ne peut pas voir sur l'écran, mais il y a le mot Erpingham sur le sac. Ces sacs étaient accrochés à un parterre dans l'échiquier royal, un des premiers systèmes de classement. Et aussi le compte, après la campagne, de Thomas Lord Camoys, qui est très intéressant parce que parmi les hommes de Camoys, seuls 8 hommes d'armes de son rassemblement initial n'étaient pas présents à la bataille. La plupart étaient à la bataille. Même s'il y a une certaine réorganisation des retenues après le siège, les registres de solde montrent également qu'il y a des renforts qui ont été amenés de l'autre côté de la Manche. On peut voir ici les remplacements dans le retenue du comte d'Arundel. Et c'est poignant pour moi parce que mon titre comme héros est héros Arundel. C'est après le titre de cet homme-là. C'est comme juste avant la bataille, je pense, indiqué là. Oui. Il y a beaucoup d'autres documents. Par exemple, il y a beaucoup de montres qui ont été faites après la reddition de Harfleur. Malheureusement, ils n'ont pas survécu, sauf pour la retenue du duc de York. Alors, nous avons 2 montres au débarquement initial et puis après le siège de Harfleur. Et on peut voir qui a été retourné à l'Angleterre, qui a été mort au siège. Et ça, c'est très intéressant parce qu'on peut voir aussi dans ces documents, il y a des nombres de chevaux avec le duc aussi. Alors, il y a beaucoup de documents ici. Et pendant la marche jusqu'au nord, à Blanchetaque, il y a des petits détails dans ces documents. Par exemple, ici, dans le milieu, il y a 2 hommes qui ont été faits prisonniers en Fécamp. Ils ont capturé pendant la marche. Et il y a beaucoup d'évidence d'escarmouches pendant cette marche ici. Alors, à la bataille, nous savons que l'armée est divisée en 3 parties. L'avant-garde de Douai est placée sous le commandement du cousin du roi, Édouard, duc de York. Il s'agit de la partie de l'armée positionnée légèrement plus en avant et qui s'engage en premier. Il fallait donc un commandant de haut rang. Le duc de York était accompagné d'un autre jeune père, Michael de la Pole, le comte de Suffolk, qui venait tout juste de devenir comte de Suffolk après la mort de son père au siège d'Harfleur. Le rôle et le destin de l'avant-garde peuvent être décelés dans les registres de solde et les listes. Il est indéniable que l'avant-garde subit
le plus gros des attaques françaises, puisqu'elle a perdu le plus grand nombre d'hommes. Les registres de soldes du duc de York et du comte de Suffolk, tous les deux tués à la bataille, montrent que les hommes d'armes de leur compagnie servaient à leur côté et qu'ils sont tombés à côté de leur capitaine. La bataille dans le milieu est commandée par le roi lui-même. Henri a choisi de garder près de lui son plus jeune frère, Humphrey, duc de Gloucester. Le duc de Clarence est retourné en Angleterre. Mais si les combats ont été rudes, ce sont les Français qui ont le plus souffert avec cette bataille au milieu. Les registres de soldes indiquent que Henri avait gardé au moins une partie des archers de Lancashire comme garde du corps personnel pour le roi. L'arrière-garde de gauche était commandée par Thomas Lord Camoys, que nous avons déjà fait la connaissance. Il s'agit d'un choix important. Camoys était d'un statut moyen, mais avait une grande expérience militaire. Il était choisi comme combattant de l'arrière-garde pour deux raisons. Tout d'abord, il avait épousé la tante du roi et faisait partie de la famille royale. Deuxièmement, il était l'un des hommes les plus âgés de cette campagne, âgé de 65 ans. L'arrière-garde devait tenir bon pendant que l'avant-garde et la bataille principale s'engagent. Il n'y avait donc rien de mieux qu'un commandant âgé et expérimenté pour s'acquitter de cette tâche. On peut dire beaucoup sur la position des archers à la bataille, mais je crois dire que pour les Français, c'était affreux. Imaginez ce que cela a dû pour les Français avançant à pied vers les lignes anglaises, d'être confrontés d'un barrage de flèches. Avec, disons, 7000 archers disposant chacun, au début, de 24 flèches pour commencer, et positionnés sous les flancs de l'armée anglaise ainsi que en position frontale, les effets auraient été de ralentir l'avance française et faire en sorte que les Français s'entassent les uns sous les autres. Ils étaient si proches les uns et les autres qu'ils ne pouvaient pas lever leurs armes. Ils tombent dans le but, beaucoup suffoquèrent, d'autres tombèrent sous eux et forment des tas. Ils constituaient une proie facile pour les archers anglais qui grimpent sur les tas et utilisaient les poignards des marteaux pour causer d'autres dégâts. Le résultat de tout cela est, à mon avis, que relativement peu de Français ont réussi d'atteindre les lignes d'hommes d'armes anglais et à s'en engager. De même, les hommes d'armes anglais n'ont dans l'ensemble que peu combattu, à l'exception de l'avant-garde et de certaines parties de la bataille principale. Henri pensait que la bataille était terminée et ordonna ses hommes de fouiller les tas à la recherche des Français encore en vie, qui seraient faits prisonniers. Mais un cri se fit entendre, annonçant une nouvelle attaque française. Henri ordonna alors de tuer les prisonniers. Mais tout ne fut pas tué. Nous avons retrouvé la trace de plus de 300 d'entre eux. Ils sont tous sur le site web et là encore des documents administratifs nous en prennent beaucoup. Voici quelqu'un des centaines de documents. Ça, c'est le montre de Camoys après la bataille. Et ceci sont les documents qui se donnent sur les prisonniers. Parce qu'ils sont rançonnés après la bataille, il y a beaucoup de détails sur les... Par exemple, on peut voir que 92 archers ont capturé les prisonniers. C'est pas mal. C'est comme de faire le loterie pour gagner une grande somme de l'argent.
Je veux terminer avec ce qu'on dit, c'est qui est passé après jusqu'à nos jours. La bataille d'Azincourt est extrêmement importante pour les Anglais et pour le roi. Avant l'invasion, Henri V ne jouissait une bonne réputation en Europe. Il était après tout le fils d'un roi usurpateur. En tant que prince de Galles, qui est ici à 1412, il s'était brouillé avec son père et avait même été soupçonné de comploter pour renverser le roi. Le prince n'avait pas non plus remporté un franc succès dans ses actions militaires au Pays de Galles. Il avait en outre la réputation d'être un prince facilement distrait, plus intéressé, comme nous voyons dans une chronique, plus intéressé par Vénus que par Mars. C'est pourquoi le dauphin Louis a été envoyé à Henri en 1414 un cadeau inhabituel, une boîte de balles de tennis, en lui faisant remarquer que lui et ses amis étaient plus aptes à jouer au tennis qu'à faire la guerre. Mais la victoire à Azincourt a fait monter l'étoile d'Henri, tant en Angleterre qu'à l'étranger. À l'année suivante, l'empereur Sigismund a visité l'Angleterre, apportant à Henri un cadeau, le cœur de Saint-Georges. Et quand Henri dépensait beaucoup d'argent pour cette visite, Sigismund a dit à tout le monde qu'il aimait beaucoup les Anglais que les Français, car il avait passé des moments difficiles dans ces derniers avant son voyage en Angleterre. Henri a fait beaucoup pour faire connaître sa victoire à Azincourt en élevant la fête de Saint-Georges et celle d'un de ses saintes préférés, c'est Saint-Jean de Beverley, dont le tombeau avait été vu en train de pleurer le jour même de la bataille. Alors il y a beaucoup de propagande en Angleterre après cette bataille. Avant même qu'Henri rentre en Angleterre après son victoire, le Parlement lui a accordé beaucoup plus d'impôts. Il a pu facilement lever des troupes et une flotte pour sauver Harfleur dans l'année suivante et pour lancer une nouvelle invasion de la Normandie en 1417. Cette fois, il débarque en Basse-Normandie, à l'embouchure de la Touques, et a conquis la Normandie, bien que le siège de Rouen dure 6 mois. La conquête d'un territoire place Henri dans une position beaucoup plus forte que la simple victoire d'une bataille. Il est en mesure d'exploiter les divisions entre les Armagnacs et les Bourguignons, surtout après l'assassinat du duc John son père le 10 septembre 1419. C'était en effet par le trou dans la tête du duc que les Anglais sont entrés en France. Et en mai 1420, sont signés l'infâme traité de Troyes. C'est un autre projet dont j'ai fait beaucoup de choses dans les années récentes. Par ce traité, Henri est reconnu comme héritier de la couronne de France et il est devenu régent de France. Alors, je pense qu'il est vrai de dire que la bataille d'Azincourt a été dépassée pour Henri par ces événements ultérieurs. Une fois qu'Henri V est devenu l'héritier de la France, il est peu probable qu'il a rappelé à ses alliés français sa grande victoire à Azincourt. Mais la bataille a toujours persisté dans la mémoire populaire des Anglais. Et dès le XVe siècle, nous voyons des expressions de fierté de la part de ceux qui ont participé et, par la fuite, de leurs descendants. Je reçois souvent des courriels de personnes du monde entier affirmant que leur ancêtre a combattu à Azincourt. Et je peux confirmer que le nom figure dans les documents contemporains. Et là, bien souvent, je ne peux pas,
car je crains que sous ce sujet ne soit devenu une question de mythe et de légende, et parfois même une obsession. Les gens veulent croire qu'ils descendent des soldats anglais et parfois gallois qui ont contribué le 25 octobre 1415. Cette passion est née sous le règne de Henri VIII, au début du XVIe siècle. Elle est donc particulièrement intéressante pour moi, puisque je suis le premier héros anglais et j'ai dit déjà sous le titre de Arundel. Voici mon insigne représente un cheval. J'ai récemment fait des recherches sur la plus ancienne liste des Français morts à la bataille, qui se trouve dans les archives de la ville de Salisbury, qui est une ville sud-ouest de Londres, et qui semble avoir été apporté à la ville par le héros Nottingham, qui avait participé à la campagne. Ça, c'est remarquable. C'est une liste qui a été faite avant l'entrée du roi à Londres dans le milieu du mois de novembre. Les héros semblent avoir joué un rôle dans l'enregistrement des morts. Et pour en savoir plus, vous pouvez lire l'article que j'ai publié récemment avec mon collègue dans les Annales de Bretagne. C'est une étude sur les premières listes des morts français. À partir de 1530, les héros ont commencé ce qu'on appelle les visitations. Il y a un système similaire, je pense, en France. Les héros ont été envoyés dans toute l'Angleterre pour vérifier le droit des gentilshommes à posséder des cottes d'armes. Et ce jusqu'aux années 1680. Leurs activités sont appelées visitations. Et l'une des meilleures façons de prouver son droit à des armoiries était de dire que mes ancêtres avaient des cottes d'armes. Mais un autre moyen était de dire que mes ancêtres avaient participé à une bataille particulière ou à une autre action militaire. Azincourt n'était pas la seule bataille revendiquée, mais c'était clairement l'une des plus importantes. C'est là que le problème a commencé, car ce sont souvent des familles naissantes de la XVIe siècle, dans la période Tudor, des familles qui avaient été insignifiantes au XVe siècle, qui ont inventé une présence à Azincourt pour leurs ancêtres. Voici quelques exemples. La famille de Waller, qui est une famille du comté de Kent, prétendait avoir droit à un écu représentant la fleur de lys. Vous pouvez le voir sur l'arbre là. Parce que cet homme avait capturé le duc d'Orléans à la bataille. Mais malheureusement, ce n'est pas vrai. C'est un souvenir du comte d'Angoulême qui n'était pas à la bataille, mais qui était un otage à la suite d'un accord diplomatique conclu en 1412. La famille de Beresford, du Derbyshire, prétend que son ancêtre Thomas était présent à la bataille d'Azincourt. Il n'avait pas besoin d'une compagnie parce qu'il a 21 fils qui ont à côté de lui. Alors c'est tout inventé. Et je peux citer beaucoup d'autres exemples. Rien ne prouve qu'un Beresford était à la bataille. La famille de Lee, au comté de Cheshire, est remarquable. Il a prétendu que ce Peter de Lee avait été protégé pendant la bataille par un gros chien qui avait amené avec lui lors de la campagne et qui se tenait au-dessus de lui. Ce qui a donné naissance
au début du XXe siècle, je dis, une race particulière de chiens qui s'appelle le Lee Mastiff. Elle a également prétendu que ce Peter était mort à la bataille, malgré tout, et qu'il n'avait été ramené dans sa propriété de Lynn Park pour y être enterré. Il est quelqu'un qui vit toujours en 1419. Il n'était pas mort à la bataille. Mais on dit même sur le site de National Trust que cette petite colline-là, ça c'est le lieu d'enterrement de ce Peter de Lee, mais c'est de période préhistorique. Alors, ils sont tous inventés. Il n'est pas surprenant que les héros aient pris conscience de ce problème. En 1580, Robert Glover, héros de Somerset, espère résoudre le problème. Il a copié une compte financier lié à la campagne qui est là, n'existe plus. Mais nous connaissons les circonstances dans lesquelles ce document, l'original, a été créé vers la fin de l'année 1416. Il semble qu'une liste de noms de personnes ayant participé à la bataille y était jointe. Glover n'a pas copié tous les noms, mais seulement ceux des hommes d'armes, car Glover supposait que celui qui avait été un humble archer en 1415 ne pouvait pas avoir des descendants ayant droit à coups d'armes. Il est également évident que sa liste ne comprenait pas tous les hommes d'armes présents à la bataille. Ce que Glover a copié et ce que d'autres héros ont copié de lui par la suite, et j'ai deux exemples ici, c'est connu par le nom du Agincourt Roll, le goulot dans un cours. Ce rouleau était imprimé dans les années 1820 et a été très utilisé jusqu'à ce que je produise ma base de données. L'enthousiasme pour Azincourt dans le monde anglais a également été attisé par la pièce de William Shakespeare, Henri V, qui a été jouée pour la première fois en 1599. On pense d'ailleurs qu'il s'agit de la première pièce jouée au célèbre Globe Theatre, qui a été reconstruit dans les années 90 du XXe siècle et qui a ouvert ses portes en 1997 avec Henri V comme première pièce. Je l'ai vu, c'est remarquable et c'est très bon de visiter cette reconstruction. Mais en réalité, nous sommes 180 ans après la bataille et Shakespeare a tout inventé. En cela, il s'est inspiré des historiens anglais du XVIe siècle qui avaient eux-mêmes créé de nombreuses nouvelles histoires. Par exemple, l'écrivain Edward Hall, qui écrivait dans les années 1540, avait inventé un discours pour les connétables français avant la bataille, dans lequel il disait à l'armée française que, puisque les Anglais avaient été privés de leur roast beef favori et de leur bière chaude, ils allaient se faire écraser lors de la bataille. La pièce de Shakespeare continue à exercer une influence considérable sur la vision populaire d'Azincourt. On peut le voir dans le musée. Cette pièce est devenue populaire au partir du milieu du XVIIIe siècle en raison des guerres très fréquentes avec la France. Azincourt a souvent été évoqué lors des victoires ultérieures. Voici une peinture qui date. Cela date de l'anniversaire de la grande bataille navale de Trafalgar en 1805. Et on peut voir, c'est une grande peinture autour des murs dans une salle près de Leicester Square à Londres. On peut payer pour le voir.
Mais une autre grande influence était un poème très long et très fatigant, La bataille d'Azincourt, écrit par un écrivain poète qui s'appelle Michael Drayton. Ça, c'est The Battle of Agincourt. Et c'est écrit en 1627. Pourquoi à cette époque-là? Parce que à cette époque, les Britanniques sont entrés brièvement en guerre contre les Français et qu'ils ont attaqué La Rochelle. Il s'agit d'un poème étonnant qui invente de nombreux incidents lors de la bataille. Et cette poème aussi souligne en particulier la bravoure inventée d'un Gallois dont on sait qu'il était présent à la bataille. C'est un homme qui s'appelle Davy Gam. Et voilà son aventure avec lui-même et 3 archers. Mais Drayton a inventé des actions réalisées par Gam. Il le fait envoyer comme espion pour observer l'armée française. En son retour, il dit au roi Henri, « Monseigneur, je vais vous dire, si je peux être audacieux, que nous allons diviser cette armée en 3. Une partie sera tuée, la seconde restera prisonnière, et pour la 3e, nous la laisserons s'enfuir. » Mais cela est pris d'un autre texte qui concerne Hannibal. Alors c'est une légende classique qui est transportée dans la bataille d'Azincourt par Michael Drayton. Chez Drayton, les Anglais victorieux obligent même les Français à les porter sous le dos après la bataille, ce qui est une pure invention. Il en va de même pour le rôle à la bataille de John Woodhouse, qui est portrayé comme rival de Gam. Il y a quelqu'un qui s'appelle John Woodhouse, qui est un clerc dans l'échiquier, mais qui était dans le comté de Norfolk à cette époque. Il n'était pas à la bataille d'Azincourt. Mais c'est une bonne histoire pour une famille qui est devenue comte de Kimberley, grâce à ses intérêts dans les diamants d'Afrique du Sud au XIXe siècle. Ils ont obtenu des armoiries à la fin du XIXe siècle avec le Gaudin, ce que John Woodhouse, suivant Drayton, aurait dit à la bataille « frappe fort contre les Français ». Intéressant qu'il parle français. La devise Agincourt et les gouttes de sang français. Tout cela figure dans le poème de Drayton et pas dans la vraie bataille. Dans mes recherches, j'ai toujours essayé de remonter aux sources de l'époque, mais il est souvent difficile d'éviter les mythes et légendes qui se sont développés au cours de 6 siècles qui se sont écoulés depuis la bataille. Même le nom de la bataille en anglais a fini par signifier quelque chose. Un symbole d'engagement, de solidité, de réussite. Je suis donc certain que vous serez heureux d'apprendre que vous pouvez faire nettoyer vos vêtements à sec par une entreprise appelée Agincourt Cleaners. Et la dernière épreuve, j'ai noté sur le campus à Southampton que vous pouvez organiser votre déménagement grâce à une entreprise appelée Agincourt Removals. Je crois que j'ai eu la chance que cette entreprise ait son camionnette sur le campus de mon université. Merci beaucoup.